On ne peut pas dire que cette opération se soit passée comme nous l'espérions. L'explosion du laboratoire et d'une bonne partie de la citadelle pèse sur la conscience de notre invitée de marque, Mademoiselle Dobrak. Pire, il apparaît que l'une des laborantines, Amicia Krieger, n'est autre que la fille de Hans Krieger, le marchand dont nous devions utiliser le convoi comme couverture afin de nous enfuir. Et nous avons également appris que lors de l'opération, il y avait une personne qui ne devait en aucun cas être touchée. Un certain Ambrose Rabenhorst. Sa mort pourrait déclencher une guerre. C'est dire l'importance de l'homme pour la Pharèse. Et nous voilà aujourd'hui, ne sachant pas s'il a été rappelé à ses ancêtres ou s'il a survécu à cette mini-apocalypse. Monsieur Argel de son côté s'est fait griffer et mordre par les créatures se terrant dans les entrailles de Carnandras. Est-il lui aussi infecté? Je n'ai rien repéré pour le moment, mais je dois le surveiller. C'est donc avec une certaine appréhension, voire une appréhension certaine, que nous avons pris la route et rejoint le convoi. J'ai pu discuter un peu avec Alibert, qui m'a dit qu'il lui tardait de retrouver sa femme et ses enfants. Le pauvre homme, il est parti depuis trop longtemps, et je n'ai pas eu le courage de lui dire qu'il devait encore attendre. Un certain Elias nous a également rejoints au sein du convoi, et Mademoiselle Dobrak, le connaissant, s'est attachée à cette apparition comme à une bouée. Je ne peux que remercier secrètement les astres et le destin que sa route ait croisé la nôtre. Peut-être pourra-t-il nous aider à contrôler les accès de remords de l'ingénieur, qui pourraient nous coûter très cher à tous. Nous avons rejoint un camp, à proximité de la lande morne, là où se trouve le lac d'essence pourpre découvert il y a quelques années. Monsieur Argyle a pu être ausculté par quelqu'un dont les connaissances en termes d'engeance sont bien plus élevées que les miennes, et il a reçu un traitement, et ne devrait donc pas se changer. C'est tout de moins ce que tout le monde espère. Les chercheurs, originaires de Mornejour, nous ont indiqué la suite de notre périple. Pendant que les mercenaires de Nestor fileraient à travers la lande morne, nous emprunterons un autre itinéraire, accompagné de contrebande en direction de la Dalmérie. Les chercheurs de Mornejour et les Dalmériens semblent s'être mis d'accord sur une chose. La solution au problème rencontré avec la machine de Mademoiselle Dobrak résiderait dans la résine de Calliope. La découverte, celle d'Alibert en Colchide, il y a des années de cela. Alors que je regarde vers l'ouest, mon esprit vagabonde au sein des marais du Bourbier et des feux follets léantants. Eleanor, tu as 10 ans. Tu te trouves dans les appartements de ta mère, dans son atelier, pour être précis, qui se trouve dans ses appartements de toute façon, son atelier de peinture notamment. Tu es seul et tu as subtilisé ces ustensiles pour dessiner sur ou peindre sur l'une de ces toiles. Tu es en train de dessiner, ou d'essayer plutôt, car ce n'est pas ton talent premier, euh, les symboles qui te viennent parfois en inspiration et dont tu te signeras plus tard tes créations. Ces symboles que tu dessines sur des engrenages. Et alors que tu es en train de faire ça, alors que tu n'as pas le droit d'être là normalement, la porte s'ouvre et tu es surprise et tu vois ta mère rentrer. Elle a l'air en détresse, les yeux embués de larmes. Elle se met la main sur la bouche,
comme pour se retenir de sangloter. Et elle ne semble pas t'avoir vu. Elle referme la porte derrière elle. Que fais-tu? Je vais, je vais me lever et je vais reposer toutes les affaires en- et m'approcher d'elle. Maman? Elle sursaute. Éléanor, qu'est-ce que tu fais là? Brusquement, avec une sorte d'expression autoritaire peinte sur le visage. Tu n'as pas à être ici, Éléanor. Je sais, mais je voulais juste te voir. Enfin, j'ai dessiné quelque chose et... Ah, qu'est-ce que tu as fait? Elle essuie ses larmes. Elle tremble un petit peu. Pourquoi tu pleures? Elle regarde sa toile. Je t'ai toujours dit de me demander avant. Mais comme c'était oui la dernière fois, je me suis dit que c'était oui maintenant aussi. Pourquoi tu pleures? Et tu vois que ta mère se reprend quelque peu. Elle, une sorte de vague de culpabilité qui passe sur son visage après cette réaction un peu brusque, due à sa surprise. Euh, euh, rien. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, c'est pour dessiner. Enfin, juste, ça me vient de temps en temps des petits dessins de... Et j'aime bien. Je sais que ça me représente. Enfin, en fait, j'ai un discours totalement décousu parce que j'arrive pas à oublier ses larmes. Et je pense que je vais vers elle et je la prends dans mes bras et... Mais tu sais, c'est pas grave en fait. Je suis désolée, je voulais pas te déranger. Elle Mais, pose une main mais je vais discrète. trouver une solution. Y a pas de... Ne t'inquiète pas. Elle pose une main discrète sur l'arrière de ton crâne. Elle tapote comme ça. Et elle t'écarte un petit peu et elle s'approche de la toile. Elle regarde. Encore ces engrenages. Elle sourit un petit peu. Tu les dessines beaucoup? En fait, je crois que ça pourrait fonctionner, tu sais, parce que c'est comme les horloges. J'ai regardé l'horloge chez Pépé et Mille et en fait, si tu fais tourner avec une courroie, euh, enfin, je me comprends. Écoute, Le j'ai une idée. mouvement se reproduit, quoi. Bon, tu sais, je ne suis pas assez intelligente pour toutes ces choses, mais j'ai peut-être une idée. Parce que... ça, je n'y connais rien, toutes ces choses que tu imagines. En revanche, tous ces traits que tu as peints, il y a quelques erreurs. Je sais que tu n'aimes pas les erreurs, je sais que tu aimes bien perfectionner. Et ça, je peux peut-être t'aider. Viens, approche-toi. Viens près de moi. Arel. Elle te place devant elle, en te prenant délicatement par les épaules. Elle prend son tabouret, elle s'assoit dessus, et, tandis que toi, tu es debout devant elle. Et elle approche le chevalet avec la toile. Elle prend quelques pinceaux, ouvre quelques pots avec la peinture. Et puis, elle te tend l'un des pinceaux. Tiens, prends-le, délicatement. Je vais essayer de te guider. Elle prend ta main. Éléanor. Semble réfléchir. Laisse-moi réfléchir à ça. Toi qui aimes créer toutes ces choses que je ne comprends pas. Tu vas me dire, avant qu'on commence, ce que tu aimerais créer le plus au monde. Et une fois que tu me l'auras dit, je vais essayer de t'aider à le dessiner. Réfléchis bien. Et on va essayer de faire quelque chose qui restera. Qu'est-ce que tu aimerais créer par-dessus tout? Des ailes.
Je dis ça sans la moindre réflexion, tu vois. J'aimerais avoir des ailes, Les comme ailes. les oiseaux. Hmm, d'accord. Des ailes qui te pousseraient dans le dos, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais enfin non, parce qu'il faudrait pouvoir les retirer, parce que je pense pas que je pense qu'il faudrait que ce soit très grand pour que ça puisse nous porter. Et du coup, il faudrait les retirer. Donc une espèce de, tu sais, comme un corset avec des ailes ou peut-être quelque chose qui se rattacherait à nos bras. Et comme ça, on n'aurait qu'à les battre, comme les oiseaux, tu vois. Et Hmm. je fais ça, mais sans me rendre compte que je transporte le pinceau en Ah même oui. temps. Attention, attention, Eleanor. Elle te rattrape le bras. Attention, tu vas en mettre partout. Alors, très bien. Donc c'est quelque chose qu'on attache, c'est ça que tu veux dire, sur soi. Hmm, Hmm. d'accord. Bon. Eh bien, on va commencer à dessiner les ailes. Et là, je vais te demander de me dire, d'essayer de me décrire précisément chaque partie, chaque grande partie de cette œuvre-là. Hmm. Ok. Est-ce que tu ressens à ce moment-là Euh, aussi? Vas-y, dis-moi. Je sais pas. En fait, en voyant le pinceau se diriger sur la toile, j'imagine des grandes ailes soutenues par des arcs de bois ou enfin, d'un bois léger. Et de toiles, des toiles blanches qui... Peut-être des toiles ou alors... Non, non, même autre chose en fait. Des espèces de grandes ailes, de grandes plumes faites avec des toiles particulières qu'on pourrait diriger. En fait, ça en ferait trop. Donc du coup, et tu vois, ça part dans tous les sens. Et finalement, je me stabilise sur cette idée d'une tente, d'une espèce de tente qu'on étendrait sur les arceaux. Et puis je vois quelque chose qui s'attache et finalement quelque chose dans lequel on peut s'asseoir au cas où si c'est trop long. Tu vois, que nos jambes battent pas dans l'air. Et voilà, une espèce d'oiseau en fait sous lequel l'homme peut s'asseoir. Très bien. Et à mesure que tu décris tout ça, ta mère au début est hésitante parce que tu changes d'avis tout le temps, tu la fais ajuster. Alors elle hésite, elle fait quelques traits, elle corrige même un petit peu. Et puis finalement, alors que tu commences à structurer ça dans ton esprit, à le rendre mécaniquement possible, en tout cas dans ton imaginaire, elle comprend ce que tu veux dire. Et elle guide ton bras, le pinceau, sur la toile, afin de préciser toutes les instructions que tu lui donnes. Et alors que tu vois ça prendre forme plus vite que tu ne l'imaginerais, cela te donne d'autres idées. Et alors tu l'instruis, ta mère, tu lui expliques, et elle suit les instructions, et elle applique avec son art, avec son inspiration, en mettant le grain de folie que tu lui donnes dans tes explications, en mettant une touche d'Eleanor aussi dans son trait, dans son pinceau, dans le dessin. Tu te reconnais presque dans l'émotion que transmet cette peinture que vous peignez ensemble. Alors qu'elle est concentrée dans ce qu'elle est en train de faire avec toi, une mèche de cheveux tombe sur toi puisque tu es devant elle. Tu peux sentir l'odeur des cheveux de ta mère qui te restera en même temps que ce souvenir. Et la porte s'ouvre. Jeune Eleanor, votre père vous attend. C'est Elias. Ta mère sursaute, elle lâche le pinceau par terre. Déjà Il prend un petit sourire, un peu gêné. Navré d'avoir interrompu. Jeune Eleanor, il faut se hâter. Non, dites à père que je viendrai plus tard. Il Je vous... fronce les sourcils en baissant les yeux, sachant parfaitement que ça ne fonctionnera pas. Il jette un regard à ta mère. Il lui esquisse un petit sourire et elle opine du chef d'un air entendu et il se retourne. Et ta mère s'agenouille devant toi pour être à ta hauteur. Elle t'attrape par les épaules comme elle l'a fait tout à l'heure pour te placer devant elle, devant la toile. Et tu vois qu'il y a encore des larmes qui commencent à couler dans ses yeux. Et elle te caresse les cheveux. Elle fait pas souvent ça. Elle n'est pas aussi tactile, normalement. Et elle te dit... Eleanor, ne laisse personne te dire que je ne t'aime pas. J'aime ton frère comme j'aime ce monde.
tangible et réel. Et je t'aime comme j'aime le ciel, si beau mais si lointain. Et... Allez, va trouver ton père. Mais, Vas-y. mais je suis juste là. Et je la prends dans mes bras et... Tu m'expliqueras un jour pourquoi tu pleures. Un jour, oui, tu comprendras. Et elle regarde la toile. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Je commence à partir, en fait. Et puis je me retourne et je reviens vers la toile. Et là, en fait, le problème, c'est que si ça, c'est pas assez courbé, on pourra pas prendre le vent comme il faut, je pense. Et du coup, tu sais, ça ferait... On Je fera vais- ça plus tard. je vais corriger, t'inquiète pas. Allez, vas-y, Eleanor. Va voir ton père. Et elle retient un sanglot dans sa gorge. Elle se place près de la toile. Elle ramasse le pinceau. Je pars très très lentement et je la regarde sans comprendre ce qu'elle me dit. Et je lui dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu la vois debout près de ta toile, près de ce qu'elle représente, cette création dont tu rêves, tenant son pinceau, l'instrument de son art. C'est cette image que tu as en tête, assise sur cette embarcation qui tangue au gré de ses souvenirs. Tes genoux sont ramenés vers toi, tu les tiens, tu as le regard dans le vague, le long du fleuve. Vous avez tous voyagé pendant plus d'une semaine vers le sud, depuis les mines. Vous êtes allés à Elegia et vous avez embarqué, et maintenant vous voguez le long du fleuve ensemble. Forkis, je ne sais pas ce que tu faisais, tu me le diras. Tu remarques cet instant de trouble chez Eleanor. Que fais-tu? Je pense que de mon côté, j'avais ma besace ouverte à un livre sur les genoux, et j'étais en train de noter différentes choses à l'intérieur. On pouvait me voir régulièrement mordre mon pouce pendant que j'avais des instants de réflexion. Et quand je vois justement Eleanor, le regard perdu dans le vague, euh, je repose ma plume, je repose tout, je range et je me lève et je vais m'asseoir à côté d'elle. Argyle, cela fait une bonne semaine que vous avez quitté les mines. Et tu te souviens que c'est normalement l'heure de l'injection. Mais t'as aucune idée de comment et où injecter ce truc-là en réalité. Il me semblait que j'avais opté pour les 3 à la suite, là. Pour pas attendre... Ah, t'avais fait les 3 à la suite? Ah, je me souvenais pas de ça. Je pensais que tu Oui, avais... c'est... Non, pour être sûr, je voulais flinguer la racine, enfin le mâle à la racine, et tenter le premier jour une injection, deuxième jour une autre injection, et D'accord, troisième jour la dernière. d'accord, je me souvenais plus. Donc j'ai rien dit là-dessus. Vous avez reçu, donc vous avez été guidé jusqu'à Légia, vous avez pris l'embarcation, et on vous a dit que... On ne vous a pas parlé de votre destination, on vous a dit que lorsque vous arriveriez, un contact vous contacterait, et vous guiderait pour la suite. Donc pour l'instant, comme tous les autres, dans ce bateau, vous êtes dans l'attente d'arriver à destination. Alibert et Argyle, qu'est-ce que vous faites, vous? Ce voyage a déjà commencé il y a un certain temps, hein, sur le fleuve. Je pense que histoire de passer le temps et un peu de documenter un peu peut-être quelque chose de particulier que j'ai vu pendant notre échappée, je vais peut-être essayer de croquer la bestiole, le sorte de rat qu'on a croisé dans les égouts, histoire d'avoir une trace de ce qui nous est arrivé, de passer du temps et essayer de faire en sorte d'avoir D'accord. quelque chose de documenté sur une bestiole qui a l'air assez agressive dans les endroits où.
souterrain. D'accord. Argale, toi, je pense que où que tu aies été, tu as pu voir que Forkis se dirigeait vers Eleanor et tu observes aussi Alibert qui est en train de dessiner, de gratter sur son carnet. Que fais-tu? Ouais, pour bien le croquer, il faut l'avoir vu, hein? Pas s'être barré dans le tunnel, hein, Alibert? C'est pour ça que c'est pas très... C'est pas à l'échelle, là. Tiens, regarde, là. Là, il avait plus de crocs à cet endroit-là. Là, c'était des griffes. Là, c'était des poils pelés. Allez. Et comme ça, de temps en temps, je jette un coup d'œil à ce qui se passe avec Eleanor et Forkis, mais sinon, je rabroue un peu Alibert. Parce qu'il a pas hésité une seconde à se casser pendant que je me battais. N'hésite pas, en tout cas, merci de nous avoir sauvé la mise. Je suis désolé, mais je savais pas quoi faire. Première fois que je vois cette créature et franchement, j'ai vu ce que ça fait à tes mercenaires et j'ai pas. Pour le Ouais, coup, ça les a flingués, ouais. je suis désolé. J'ai pas. J'ai pas su réagir. Eleanor au moins a eu les couilles, j'imagine, de faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que pour une bourgeoise, elle a une paire, ouais. Mais bon, hein? Je lui mets une grande tape dans le dos. Ça ira mieux quand on sera dans le bourbier, hein? Hein? Vous êtes déjà allé dans le bourbier? Non, Non. mais Paris, c'est Et- une saloperie là-bas. Oui, j'ai failli me laisser la peau aussi, si c'était pas pour Forkis. Alors moi j'ai une question quand même pour, euh, pour toi, Argyle. Comment ça le bourbier? Euh, Tu sais pas où tu vas. Et toi joueur non plus, hein, d'ailleurs. Autant pour moi, autant pour moi. Ah, bon, Voilà. Il y a Autant pour même, moi. il y a rien de caché, Ouais. mais toi-même joueur, tu ne sais Ok. pas où vous allez, hein. Ok, excuse-moi, excuse-moi. ça fait longtemps que vous êtes pas allé vous êtes pas retourné en Dalmérie? Euh... Ah bah ouais. Ouais. La dernière fois, c'était... Ah bah c'était la guerre des 3 couronnes, ouais. Ah oui, effectivement. C'était pas Vous avez, joyeux. vous avez des personnes, vous avez de la famille là-bas? Peut-être. Sûrement. Je sais pas. Ce sera vérifié, hein? Et toi, il paraît qu'il y a... Il y a quoi? Ta famille, c'est ça? C'est quoi? Oui, j'ai une femme et des enfants là-bas. Je les ai pas vus depuis 5 ans, donc. Enfin bref, j'espère je pourrai les revoir. Enfin, de ce que, Ah. si j'ai pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Je ne sais même pas où ils sont. Je sais pas s'ils ont Ah, déménagé, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, on verra quand on arrivera. à la distance, ça fait pas du bien, hein? D'ailleurs, Non, entre nous, hein? Pourquoi t'es allé faire l'espion, hein? T'as fait une connerie au pays, avoue, hein? c'est sûr que c'était pas de mon gré. Enfin bref, Ouais, t'as pas fait quoi? je vais pas Allez, m'étaler. allez. Je vais pas m'étaler dessus. Je suis même pas sûr que je suis autorisé à en parler. Aïe. Mais qu'est-ce que tu fous là? Y a pas des oreilles comme ça, bordel! Oui, mais tu pourrais décrire un peu ce que fait le liquide, le liquide blanc. Est-ce que tu es rentré en contact avec ou pas du tout? Il me semble que moi j'étais pas rentré en contact avec. Non. J'avais de la Non, chance ok. là-dessus. Ouais. Mais ça avait commencé à faire fondre Mais je la pense que corde t'as vu. et T'as vu, ouais. t'as Ouais. vu notamment l'effet Ok. sur ton pote mercenaire.
Ouais, c'est parce que je savais pas trop si dans la. Moi, le joueur, je sais, mais je savais pas trop si j'avais vu, Oh, si, j'avais eu le temps de voir, hein. si, Ok. si, si. Ah bah, ça fait pas du bien, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait comparer ça, quoi? Une sorte d'acide? Bah, genre le machin, là, que t'as envoyé sur la gueule du capitaine. Ouais, d'accord. Donc peut-être Un peu ça, mais en beaucoup plus dégueulasse, ouais. un fluide digestif à effet corrosif plus intense. Ok, très bien. Je vais noter Ouais, ça. ouais, c'est ça, ouais, comme tu dis, ouais. Expansif, ouais, c'est ça. Saloperie ces bestioles quand même, hein. Et qui en est autant là-bas. Bon, ils vont avoir un sacré merdier à nettoyer. Ça. Ça. C'est plus notre problème. Du coin de l'œil, vous voyez Elias qui discutait près du bastingage avec le jeune Démian. Il lui donne une petite tape sur l'épaule et il se dirige vers vous. Excusez-moi d'interrompre la conversation. Est-ce que l'un de vous sait où nous allons exactement? Je me tourne vers Argyle. Ah, ça sert à rien de me regarder, hein. Je suis la personne la moins au courant ici, hein. On va en Dalmérie. Enfin, Ouais, on va ça, demander sans ouais. doute au chauffeur. J'étais pas au courant du plan. J'étais pas au courant de ce qu'on faisait après. Voilà. Ils ont compartimenté les informations pour éviter qu'on se fasse. Voilà. Que les maillons se fassent attraper tous d'un coup. Sage. Je vois qu'il te regarde de haut en bas, Argyle. Vous êtes un combattant. Vous étiez à la guerre des Trois Couronnes. Je l'ai entendu parler un petit peu fort. J'ai entendu malgré moi. Ah. J'imagine qu'on n'était pas dans le même camp, hein. Probablement pas. Parce que... Enfin, tout ce temps loin du pays, ça doit vous faire bizarre. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez resté en Pharaise? Je suis tombé sur l'arlequin. Eh, c'est ça les traces sur ma gueule. J'ai gardé des petites cicatrices à vie. Je vois. Et quel est votre rôle dans tout ça? La raison pour laquelle je vous pose la question, pardonnez-moi, c'est que nous avons laissé les autres mercenaires parcourir la lande morne, et visiblement il fallait que vous soyez présents ici, avec nous, pour ce trajet parallèle. Et je voulais savoir pourquoi vous n'étiez pas avec le reste de vos hommes. Ah bah, je pense qu'il y a deux raisons. La première, je suis dalmérien. La deuxième, les bourgeois sont pas capables de survivre tout seuls. Les bourgeasses. Rien d'autre? S'il y a d'autres raisons, je suis pas au courant. Je vois. Et simple curiosité, qu'avez-vous fait depuis la guerre? Depuis qu'elle est terminée? Ah bah le sergent, il a monté une petite affaire de mercenariat, certains d'entre nous ont été dans le camp adverse mais ont accepté de servir sous ses ordres. Et on acceptait les contrats. Notamment pour le grand patron archevêque. Je vois. Vous faisiez partie d'une de ces grandes compagnies. J'en ai beaucoup entendu parler après la guerre. Ces déserteurs, ces soldats, qui profitaient de la pauvreté des duchés pour prendre leur part sur ce qui restait aux populations. Vous êtes de Ceux ceux-là? qui ont été abandonnés pendant le combat, ouais, c'est bien ça, ouais. Il y a eu de ça Ceux aussi. qui ont été sacrifiés par les riches, ouais, on est bien d'accord, ouais. Vous ne portez pas les riches et
bourgeasse dans votre cœur, on dirait. Argyle. Oh, après, je dis ça, mais c'est eux qui m'ont payé. Et puis, la Éléonore, quand même, on va pas se mentir. Elle m'a sauvé la vie, hein? Hein? Pas comme certains, hein? Et je lui mets une tape dans le dos à l'hiver. Hmm. C'est pas grave, je t'apprendrai à te battre, t'en fais pas. Si on arrive à avoir la main sur un arc ou une arbalète, je pourrais vous montrer ce que je peux en faire. Mais à main nue, je suis pas vraiment. Ça peut te sauver la vie. Euh, En attendant, il pose très rapidement une main sur le coude à Libère. Mais il la retire juste après. Il dit bon, je ne crois pas qu'Eleanor soit dans son assiette, mais Debian ne se sent pas très bien. Je sais que Léanor m'a dit que vous participiez, elle, à l'aider. Oui, Est-ce que vous pourriez aller jeter un œil sur son état, s'il vous plaît? Très bien. Évitez de... sans trop l'inquiéter. S'il est trop stressé, ça peut aggraver ses symptômes. Enfin, vous le savez Très mieux bien. que moi. oui, oui. Le traitement est assez costaud. Je vous remercie, Je vais voir Alibert. ce que je peux faire. Porkis, tu t'approches d'Eleanor. Que fais-tu? Je vais m'asseoir à côté d'elle. Donc elle peut voir que je le fais avec un peu de difficulté. Je suis obligé de m'appuyer sur ma canne, d'y aller lentement pour pas m'étaler tout mon long. Et je m'assois à côté d'elle. Je reste silencieux un moment, juste à jouer avec ma canne, à regarder le pommeau. J'attends de voir si de son côté elle réagit, elle voit si que je suis là ou non, ou si elle est toujours perdue dans ses pensées. Je pense que dès qu'elle te voit t'installer, elle te sourit et elle regarde ta jambe. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous est arrivé? Hum, C'est c'est compliqué. Disons que c'est un cadeau du destin. D'accord. Je te souris à mon tour et tu vois que je te dévisage un peu en fin de compte. Je suis en train d'essayer d'analyser les traits de ton visage. Peut-être que peut-être que une canne ne suffit pas en réalité pour vous aider à, à vous mouvoir. Je veux dire, si jamais on s'arrête à un moment et que on peut s'établir quelque part, j'avais pensé à quelque chose pour Demian, pour l'aider à marcher quand il était au plus bas. Peut-être que je pourrais aller plus loin sur ce prototype et voir si cela pourrait vous aider. Il s'agissait d'une espèce de soutien, en fait, qui se scellait autour de la cuisse et permettait de maintenir la jambe. Cela pourrait considérablement, comment dire, reposer votre jambe et vos muscles. Oui, ça pourrait. Effectivement, nous pourrions y regarder. Ça pourrait être intéressant. Hmm. Hmm. Mademoiselle Dobrac, j'aimerais vous poser une question. Mais avant ça, je me demandais si j'étais capable de voir, de lire en vous, et de savoir si vous seriez sincère ou non. Mais bon, je ne sais pas. On va laisser faire le destin. Je vais simplement vous poser cette question. Mademoiselle Dobrac, comment allez-vous? Je te regarde très surprise et je ne sais pas.
J'ai peur. Beaucoup. Souvent. Je me demande perpétuellement où nous allons. Pourquoi? Comment? Mais je crois que je vais... Disons que la situation devrait faire que je devrais aller peut-être moins bien. Oui. Ce fut un sauvetage chaotique. Des gens sont morts dans l'explosion. D'autres se sont sacrifiés dans les tunnels. Pour que vous, votre frère Alibert, moi et Argel, nous puissions nous en sortir. Maintenant, vous êtes exilés de la Pharèse et obligés de nous suivre pour avoir une chance de vous en sortir. Et je pense qu'après avoir vu les horreurs dans les tunnels et vu votre réaction au lac, je crois comprendre que vous regrettez d'avoir détruit cette machine. Je ne regrette pas de l'avoir détruite. Pas vraiment. Je regrette d'avoir tué autant de monde, surtout. J'aurais dû réfléchir plus longtemps. D'habitude, je suis quelqu'un de calme. Mais depuis des semaines juste avant, le meilleur de moi a été emporté. Quand j'ai redécouvert ce laboratoire dans lequel nous étions, je n'y tenais plus. J'ai laissé tous mes sentiments prendre le dessus. Je haïssais tellement Pierre-Lune. Si vous saviez. Et je regrette d'avoir condamné quasiment tout Carnandras. Je suis sûre que ma machine aurait permis de lutter plus efficacement contre l'engeance. Peut-être aurions-nous pu, je ne sais pas, animer des soldats de fer ou des choses qui ne risquaient rien pour lutter contre. Mais cette machine n'était pas au point. Et quelques minutes de plus, et vous n'auriez plus été là pour la régler. Vous savez, c'est assez étrange, mais je comprends assez votre situation. Nous avons beaucoup de points en commun. Vraiment. Vous piquez ma curiosité, Forkis. Eh bien, disons que moi aussi, d'une certaine manière, j'ai tué des gens à un moment de ma vie. Le pouvoir royal a voulu vous utiliser jusqu'à votre mort. Et il en était de même pour moi. Enfin, ce n'était pas le pouvoir royal, mais c'était les habitants de mon village natal, il y a bien longtemps. Moi aussi, des personnes se sont sacrifiées pour que je puisse m'en sortir. Moi aussi, j'ai dû quitter mon village natal, ma terre natale. Et moi aussi, la Dalmérie m'a tendu la main. Et malgré ça, je reste tout de même attaché à cette terre natale. Et je souhaite le mieux pour elle comme pour la Dalmérie. Je vais poser ma main sur ton bras, tu vois, ou quelque chose, et je suis vraiment navrée que vous ayez vécu tout ça. Vous avez l'air d'être quelqu'un de gentil. Mais il paraît que je ne suis pas très bon juge de ce genre de choses. Il n'y a pas à être désolé. Je pense que c'est ce qui devait arriver. Comme je vous l'ai dit, je tape mon genou. Je crois au destin. Et si toutes les épreuves que j'ai dû traverser étaient peut-être pour m'amener à quelque chose de plus grand. Peut-être Croyez au est-ce la même destin. chose pour vous?
Peut-être. Pourquoi voulait-il vous utiliser? Vous n'avez pas l'air. Utile. Vous êtes un scientifique? Non. Ah mon dieu, t'es un monstre de dire ça. T'as dit quoi? Je pas entendu. Utile. Non, il a dit une connerie. Pardon. Vous n'avez Autant pas temps. vraiment l'air d'être un scientifique. Et vous êtes fort Non, jeune. Je ne suis pas un scientifique, mais j'ai des connaissances. Qui êtes-vous, Forkis? Pour qui travaillez-vous et comment vous êtes-vous retrouvé ici? Ça n'a aucun sens. Je ne veux pas vous vexer, mais votre jambe vous rend totalement inapte pour ce genre de mission. Et pourtant, je suis toujours là. Et vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est vrai. Mais si vous voulez savoir pourquoi je suis ici, je dirais que c'est pour vous convaincre, vous et votre frère, de travailler avec moi et mon employeur. Vous Qui convaincre, est-il? pas vous forcer. D'Almérie? Vous le... C'est un Dalmérien en particulier. Et comme je le disais, je suis ici pour vous convaincre, pas pour vous forcer. De toute façon, je m'en suis bien incapable. Et je sais que vous pourriez fausser de toute façon les résultats ou les calculs sur les prochains travaux sur lesquels vous serez amené à travailler. Et peu de personnes, si ce n'est aucune, ne seraient capables de s'en rendre compte. Donc, j'ai tout intérêt à vous comprendre et à faire en sorte que l'offre qui soit faite et le contrat qui soit signé soient les plus robustes possibles, pour vous comme pour nous. Pourquoi travaillez-vous pour lui? Votre employeur. Par reconnaissance, d'abord. Parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé à un moment où j'en avais besoin. Par intérêt aussi. Il y a de l'argent à se faire. Et nous en avons tous besoin. Et parce que je pense que nous serons amenés à faire quelque chose de plus grand, tous ensemble. Je suis peut-être un peu idéaliste, mais c'est le sentiment que j'ai. Un idéaliste qui pense à l'argent. Pour rester assez terre à terre. Je ne pense à l'argent que pour survivre. Je n'ai pas besoin d'en amasser des sommes mirobolantes. Regardez comment je suis habillé. Ce n'est pas comme si j'affichais ma richesse sur moi. C'est vrai. Et quand rencontrera-t-on votre employeur? Et quelles sont ses conditions? Que veut-il exactement? Que je fasse fonctionner ma machine pour lui? C'est plus ou moins ça, oui. Et ensuite, qu'en fera-t-il? Ça, ce sera une question à lui poser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Enfin... Je ne vais faire que répéter ce que Gilbert a dit, mais... Il se trouve une ressource en Dalmérie qui pourrait stabiliser l'énergie pourpre. J'ai entendu J'ai presque ça. j'ai presque envie de dire que sans ce voyage, vous auriez de grosses difficultés à pouvoir faire fonctionner votre machine. Et je pense que c'est ce qui vous tient à cœur. Faire avancer la technologie, faire avancer les possibilités pour l'homme. Sauver l'humanité. Pardon. Il y a quelques semaines, sans doute,
Sans doute vous aurais-je dit avec une grande conviction que tout cela était possible. Et vous savez ce que j'entrevois? C'est qu'auparavant, j'étais enfermée dans une cage à Carnandras et que je n'en avais même pas vu les barreaux. Et tout ce sur quoi je travaillais était enfermé avec moi. C'est ridicule, vous comprenez? Tout le monde a besoin de la machine. Et j'aimerais vraiment travailler avec votre employeur parce qu'il peut avoir les ressources dont j'ai besoin et nous pourrions peut-être faire fonctionner cette machine, mais nous ne pouvons pas la faire fonctionner pour une seule personne. Non. Toutes les sciences ne travaillent et ne doivent être exploitées que dans le but de nous aider tous. Pas uniquement en Dalmérie, pas uniquement en Pharès, pas uniquement dans le pays de Landres, mais aussi par-delà, vers l'Empire. Et les sciences doivent être universelles, partagées et reconnues. Je ne sais pas qui est votre employeur, et je vais être honnête avec vous. Vous pouvez essayer de me convaincre et faire un marché avec moi, mais je doute que quelqu'un d'intéressé pour lui par cette machine puisse vraiment répondre à mes attentes. Excusez-moi, Et je dis que les sciences... il y a quelqu'un qui vous interrompt, un des membres de l'équipage, un gars petit et frêle. Il a un genre de casserole à la main avec une grosse cuillère en bois et des bols. Vous voulez manger quelque chose? Non, merci. Et vous? Je lui fais un signe de tête pour dire oui. Oui, s'il vous plaît. Il sort un bol, il le pose sur une caisse et il te verse du cassoulet froid dans le bol. Tenez. Et il s'approche de vous, enfin de toi, Argyle. Vous voulez manger, vous? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Oh, c'est froid, hein, mais c'est meilleur quand c'est chaud, mais ici je peux pas chauffer, hein, donc... Mais vous allez voir, c'est Ouais, bon. j'ai bien pire. C'est gentil. Ah ouais? J'imagine. Bon, bah, tenez. Vous voulez une grosse plâtrée? De toute façon, on va bientôt arriver. Hop, serre ta bouffe. Vous pouvez poursuivre. Je joue un peu avec la nourriture et je réponds à Eleonore. Vous ai-je dit à un seul moment que les sciences ne devaient pas être universelles? J'ai parlé simplement de mon employeur pour qui vous feriez fonctionner la machine en premier. Mais de toute façon, si nous voulons combattre l'engeance où qu'elle soit, il faudra que ce soit partagé. C'est au moins mon sentiment. Alors peut-être que nous aurons une entente, Farkis. Est-ce que vous savez où nous allons? Et juste avant que tu Plus ou répondes, moins. ou que tu dises plus que ça, une voix qui s'élève. Hugo, tu peux replier à deuxième voile. On approche. Et Argyle, juste à côté de toi, le capitaine est là et vient de donner ses ordres. Il se retourne dans ta direction. On arrive. C'est moi votre contact. Je devrais vous amener à Brienne, enfin c'est là que vous allez aller. Mais on va s'arrêter à Palavas d'abord. Quelques étapes avant. Je sais pas si c'est à vous qu'il fallait que je m'adresse, mais c'est à vous que je le dis. Ça vous va? Bah, on va voir ça avec tout le monde, hein. Il te tend une main, tu vois qu'il a un bandage autour de son avant-bras. Stanislas Rutilan, du même nom que le bateau. Argyle.
Comme Il- Argyle. D'accord. Bon, allez. On y va. Il s'adresse à vous, il se retourne. On va mouiller à Palavas. Je vous emmène là-bas. Et je sais pas exactement où ça nous mène d'ailleurs, vous en savez peut-être plus que moi. Préparez-vous en tout cas, finissez de manger et on arrive. Sam, laisse tomber le cassoulet, c'est bon. Ils vont terminer ce qu'ils ont et peut-être qu'ils pourront manger quelque chose à Palavas si nécessaire, si on a le temps. Et effectivement, le Scut, car c'est le type de bateau dans lequel vous êtes, bifurque quelque peu à bâbord, et un petit peu plus loin, vous voyez apparaître, dans les courbes du fleuve Azur, un village côtier. Enfin, côtier. En tout cas, sur la rive du fleuve, qui semble être votre destination. Et le bateau s'approche. Souhaitez-vous faire ou dire quelque chose avant d'arriver à Palavas ? Je pense à Surtout vérifier mes armes. C'est tout. Alibert, tu allais Ok. dire quelque chose ? Non, je veux pas. Je demanderai à Stanislas quand on arrivera. L'habitude, Stan. Le retour. Vous approchez donc en quelques Oui. minutes. Oui, Faris ? Ouais, j'allais dire, je vais me relever moi et juste mettre une main sur l'épaule d'Eleanor. Puis je vais lui dire, aujourd'hui c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Souvenez-vous simplement que la Pharèse, malgré que ce soit votre terre natale, n'a fait que vous rendre complice de ces horreurs. Ils ont voulu se débarrasser de vous lorsque vous étiez gênante. Même au départ, la Pharèse a foulé à Mornejour son lac et son alchimiste. Le pouvoir pharésien n'a jamais eu à cœur le bien-être ou la sécurité de son peuple, ni celui des autres peuples, contrairement à vous. Peut-être que vous avez l'occasion aujourd'hui de changer tout ça. Je sais pas, tu vois, tu dois avoir, enfin, je vais poser ma main sur ta joue, mais c'est un truc hyper maternel, tu vois, et je vais avoir un petit sourire. Ne confondez pas la Pharèse avec son archevêque. Et je m'éloigne vers Elias et Demian. Vous débarquez sur le petit port de Palavas, un port de pêche comme vous le voyez, car il y a des pêcheurs, des filets de pêche un peu partout, des petites embarcations principalement, même si quelques embarcations un peu plus imposantes sont là, faisant peut-être escale avant d'arriver à Brienne, c'est sans doute le cas d'ailleurs, peut-être pour en profiter pour faire quelques commerces dans ce petit patelin. Et vous quittez donc le Rutilan, en compagnie du capitaine Stanislas, qui donne ses dernières instructions au dénommé Sam et au dénommé Hugo, qui vont rester en arrière un instant pour garder le bateau et sa précieuse marchandise. Car rappelez-vous, vous transportez une ressource importante, de la radiance, sous la forme de minerais. Bien. Vous allez venir avec moi, j'ai quelqu'un à voir pour la suite. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose avant qu'on y aille? Est-ce que je dois savoir quelque chose en particulier? Et alors qu'il vous pose la question, vous entendez un petit peu de musique, un petit peu d'activité en tout cas, en provenance du village, du centre du village. Dites-moi, il est possible qu'on ne revienne pas au bateau, ou en tout cas pas très longtemps. Attendez, qui allez-vous voir? Et qui vous envoyez? Normalement, vous devez aller à Brienne. À Brienne-les-Flots. Mais... Disons que
Je ne peux pas vraiment vous y emmener. J'essaie d'éviter Brienne-les-Flots. J'y ai eu quelques problèmes avec un groupe criminel appelé les Visières Brunes. Je n'y suis pas en odeur de sainteté. Et la dernière fois que je suis allé à Brienne, disons que des amis à moi et moi-même, on leur a fait un coup qu'ils sont pas prêts d'oublier. J'essaie de m'y faire discret. Donc, si on doit vous transporter là-bas, je dois prendre des précautions. Quoi qu'il en soit, vous devez partir de Brienne. Donc je vais voir quelqu'un qui est là et qui va pouvoir m'aider à organiser tout ça. Car il est hors de question que j'aille à Brienne. D'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde? Je suis pas sûr d'en avoir les réponses. J'ai rarement eu les réponses dans ma vie. Bienvenue au club. Et quand on arrivera à Brienne, qui commencera, qui prendra le relais? Bon. De ce que je sais, enfin, de ce que je vais essayer de faire, et c'est pour ça que je suis là, normalement, l'objectif serait d'organiser votre départ depuis Brienne via la corporation des Arrimeurs. Disons que je suis plus ou moins en affaire indirectement avec eux. C'est assez compliqué. Mais il y aurait moyen qu'ils vous transportent de manière discrète, puisque ça doit rester discrète, à partir de Brienne. Mais comme je ne peux pas les contacter directement, je dois passer par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je fais régulièrement escale à Palavas. Pour ça. Et là, c'est assez sensible. Pour tout vous dire, c'était pas la première fois que qu'on transporte dans le rutilant, et ça ne m'a attiré que des ennuis jusque-là. D'accord, mais on va voir qui. Un de mes amis. Enfin. Quelqu'un que je connais, en tout cas. Venez, il habite à Palavas. On peut se fier. Comment? On peut s'y fier. On peut s'y fier, oui. Il a payé le prix fort pour avoir croisé ma route. Donc... Et pour autant, il a toujours continué à travailler avec moi. Donc oui, on peut s'y fier. Ok. Eh ben, allons-y. Suivez-moi. Vous quittez le port et vous engagez dans les petites ruelles de Palavas, alors que le son de l'activité se fait plus fort. Il y a des banderoles accrochées entre les murs des rues, comme s'il y avait un festival ou une fête. Il y a des gens attroupés ici et là qui tapent dans leurs mains. Il y a un troubadour ici, un trouvère là-bas, un jongleur ici, des gens qui chantent, qui dansent. Pas mal d'activités à Palavas aujourd'hui. Et vous vous frayez un chemin dans le village, guidé par Stanislas. Et vous remarquez que vous ne vous éloignez pas beaucoup du centre, même si ce n'est pas un très grand village. Et il se dirige vers une petite maisonnette qui surplombe la rue, d'ailleurs, où il y a beaucoup d'activités. C'est la fête. Et il va frapper à la porte, vous faisant attendre juste derrière lui, suivant ce que vous faites, si vous le suivez ou si vous attendez un petit peu. Dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresse. Moi, oui, je suis. Ouais, et puis moi aussi. de temps en temps, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. D'accord. Ouais, S'il y a pareil, des je patrouilles suis, mais... régulières ou des choses comme ça. Ah mais moi je vois surtout, il y a l'air d'avoir un peu de musique et peut-être il y a une sorte de festivité, j'aimerais regarder ce qu'ils font pendant qu'on les suit, Ouais. prêter attention à ça. Porkis, tu fais quoi, toi? Je suis aussi. Vous voyez que quelqu'un ouvre, un homme plutôt jeune, qui a la particularité d'avoir une main en moins. Les manchots. Et ils discutent entre eux.
Vous remarquez sans comprendre ce qu'ils se disent, puisqu'il y a du bruit, que c'est à la fois amical et tendu entre eux. Une sorte d'hésitation, il se serre la main, Stanislas lui donne une tape sur l'épaule. C'est un peu étrange comme sensation, mais ils se mettent à discuter. Et puis de temps en temps, le capitaine du Rutilant fait un signe dans votre direction. L'autre individu vous regarde, un à un, et ils parlent entre eux. Et pendant qu'ils font ça, Forkis, tu ressens comme une gêne, comme une intrusion. Ça t'a jamais fait ça. T'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta tête. D'accord. Mais c'est très désagréable. Tu le sens. Comme si j'avais quelqu'un qui m'observait. Oui, pourquoi pas, mais plus que ça. Ok. Je tourne la tête pour essayer de voir si quelqu'un me fixe ou quoi que ce soit dans la foule. Alors, Tu repères la personne qui te fixe, car il y a bien une personne qui te fixe, un petit peu d'ailleurs, assez proche de toi, hein, à quelques mètres de toi, un petit peu désolidarisé de la foule d'ailleurs. Et ça t'étonne en même temps que ça te trouble dans le sens où tu ressens encore cette impression. C'est un petit garçon qui doit avoir 2 ans, 2 ans et demi, tout au plus, qui te fixe. Et c'est dérangeant. Tu te sens envahi, tu te sens scruté, jusqu'au plus profond de toi. J'essaie de passer outre et de lui faire un petit signe de la main avec un sourire. Et de mon autre main, en fin de compte, je serre le pommeau de ma canne. Argale, tu m'as dit que tu regardais un petit peu autour. Je pense que tu repères ce moment singulier. Pour toi, il n'y a aucun danger, hein, Argale. Hein. Je précise. C'est juste un gosse, quoi. Oui, mais tu repères l'attitude de Forkis, vu que tu es quelqu'un d'observateur quand même sur ce genre de choses. Tu remarques que Forkis se tend, qui pose la main sur le pommeau de sa canne, qu'il la serre. Tu remarques le trouble chez lui. Bah alors, t'aimes pas les gosses? Je ne sais pas. Celui-là a une manière de me regarder qui me laisse à de marbre. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Arrête! Et là, il y a une femme qui arrive, qui sort de la foule et qui lui met les mains sur les yeux au gamin. Arrête de faire ça! Une femme qui assez jeune, qui a un ventre légèrement protubérant, qui indique qu'elle est enceinte. Et elle se retourne vers vous, complètement confuse. Je suis vraiment désolé, il fait ça parfois. Il voit pas d'un œil, alors parfois on a l'impression qu'il fixe les gens, ça les met mal à l'aise, mais il fait pas exprès. Excusez-moi. Allez, viens. Ce n'est rien. Elle le prend par la main. Au revoir. Et elle marche, elle vous tourne le dos et elle s'en va. Bon, je vous présente Benoît, l'ami dont je vous parlais. C'est lui qui va arranger votre transport depuis Brienne. Lui, il pourra aller en ville. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ça m'embête un peu, mais on va retourner au bateau. On va prendre la marchandise. Et on va la transférer dans une autre embarcation. Je vais vous accompagner. On parle de combien de temps, là? Comment ? On parle de combien de temps on doit rester ici? Alors à Palavas, vous n'allez pas rester à Palavas. On va partir. D'accord. On va partir, mais on va pas aller à Brienne tout de suite. Pour l'instant, il faut qu'on mette la marchandise en sûreté, le temps que Benoît fasse le nécessaire à Brienne. Je vais vous accompagner.
je vais laisser le rutilant aux mains de mon équipage et je reviendrai plus tard. Oui, alors là c'est Benoît qui intervient. Bonjour, déjà. Le truc c'est que moi je peux essayer d'organiser quelque chose avec les arrimeurs à Brienne, mais il faut que je sache où, enfin, sur quel bateau vous devez embarquer. Vous allez où en fait, Stanislas? Où est-ce qu'ils vont? Bah j'en sais rien, mais il doit bien y avoir quelqu'un qui sait ici quand même. Et il se retourne vers vous. Je regarde Forkis. Il est prévu que nous partions pour la Colchide. La Colchide. La Directement. Colchide. Ouais. Vous n'aviez eu de cesse de nous parler de la Dalmérie et maintenant vous nous parlez de la Colchide. Vous avez dit que mon employeur était dalmérien. Et nous avons dit aussi que la résine avait été trouvée dans le bourbier. Dis donc, les contrats de merde, on les signe beaucoup trop souvent en ce moment, hein. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment à nous de poser des questions là-dessus. J'avais pas été informé de ça. Ça m'étonne quand même d'ailleurs. Juste une question, ils le savent à Mornejour que vous allez en Colchide? Vous n'avez pas vu Gilbert ou Vesper? On a vu Gilbert. Mais t'as vu qu'il est plus ou moins au courant étant donné que il nous a fait part de certaines découvertes que la Dalmérie a faites. D'accord. Bon, donc Les rushs. ouais, mais Qu'est-ce que cela change exactement qu'il le sache? là, je suis juste surpris qu'il me l'ait pas dit, mais s'il est pas au courant avec toutes, ça m'étonne pas. Enfin, j'imagine que la Dalmérie a pas divulgué toutes les informations. Mais si vous me l'avez dit, c'est que c'est pas un problème. Mais ça veut dire qu'il faudra que j'y retourne pour m'assurer qu'ils le savent et que vous les arnaquez pas. Enfin, peu importe. C'est un détail. Ça peut peut-être rendre les choses un petit peu plus compliquées. Benoît, qu'est-ce que t'en penses, les arrimeurs? Un bateau qui irait vers la Colchide? Bah, c'est quand même... Je dis pas que c'est pas courant, mais voilà, c'est pour le commerce, tout ça, c'est assez contrôlé quand même. En plus, vu qu'il y a plein, tous les royaumes y vont... Mais bon, Ça peut se perdre un bateau en route, non? de toute façon, c'est pas moi qui vais gérer ça, mais... Je demanderai à Simon ce qu'il en pense, il trouvera bien quelque chose. Et les bateaux dalmériens qui partent de Brienne pour aller à Bleu-Argent passent aux abords de la Colchide, non? En général... Ils peuvent y faire escale. Ouais, c'est assez rare. En général, quand ils vont en Colchide, c'est pour aller en Colchide. Mais bon. Il y aura peut-être moyen. Enfin, ça, c'est moi qui... Je verrai. Pour l'instant, c'est pas le plus urgent. Si vous avez la marchandise, on va y aller, on va la transférer dans mon embarcation et on va la mettre en sûreté. Et c'est où en sûreté? Ben... C'est pas très très loin de l'ancienne cache. Mais c'est plus la même, c'était pas sûr. Bon, d'accord. Très bien. Alors on y va, retour au bateau. Prends ce qu'il faut, Benoît, et on y va. Et là, Stanislas, sans vous regarder, il trace et il commence à se réengager dans la ville, enfin dans la petite ville, en direction du port. Que faites-vous? Je me tourne vers Forkis. Forkis. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on va en Colchide? On va pas à Bleu-Argent? Non, mon employeur nous attend en Colchide. C'est là-bas qu'on doit le retrouver. Quand est-ce qu'on pourra aller à Bleu-Argent? Je Combien de suppose temps que on ce va sera passer en l'étape Colchide? suivante. Depuis quand tu le savais?
Depuis le début, hein. On allait en Colchide? Oui, je le savais Ouais. depuis le début. Qu'est-ce qu'on va y faire? Les recherches sont... On va rester en Colchide pendant combien de temps? Là, je ne saurais le dire. Tu saurais dire si on doit aller se trimballer dans le marécage parce que clairement on n'est pas prêt. Non, je ne sais honnêtement pas. Ce que je savais, c'est qu'il faut que je vous amène en Colchide. Le reste nous sera détaillé ensuite. Oui. C'est cet employeur. Je Je pense connais. qu'il est temps de nous donner un nom, Forkis. Oui, jeune homme, c'est Elias qui est avec vous. Jeune homme, je pense que là où nous en sommes maintenant, il est temps que nous sachions. Où allons-nous? Chez qui? C'est important. Mais je pense que nous devrions parler de tout ça lorsque nous serons au calme. Quittons d'abord cet endroit. Vous quittez donc Palavas et vous poursuivez votre voyage le long du fleuve dans une embarcation. Et puis de longues heures plus tard, vous finirez par vous engager dans un affluent du fleuve Azur. Beaucoup plus étroit, à l'abri des arbres, car il s'engage dans la forêt au sud de Brienne, où vous n'allez pas. Et puis finalement, Benoît et Stanislas débarquent à un endroit qui n'est pas du tout propice pour cela. Vous êtes dans la forêt. Une forêt qui n'est pas extrêmement dense, pour l'instant en tout cas. Et ils vous demandent de les aider à transporter la marchandise. La marchandise ne prend pas énormément de place. La Radiance a cet avantage maintenant qu'on sait la mêler à du minerai, à pouvoir se transporter sans que cette quantité de minerai soit très importante, justement. Et avec de l'équipement, on est capable de l'extraire dans une quantité suffisamment importante pour l'exploiter. Le transport de la Radiance est donc beaucoup plus efficace qu'il y a encore quelque temps. Et vous les aidez donc à transporter ça dans la forêt. Vous marchez, jusqu'à arriver à déboucher dans un village. Il fait très sombre et le village semble abandonné. Les habitations sont toujours là, mais quelque peu décrépies. Elles ne sont pas entretenues, évidemment. Vous parcourez la rue centrale de ce village isolé. Et vous constatez le trouble du capitaine du Rutilan. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Et il fait mine de reposer la marchandise. Et pour vous prévenir, pour pas qu'il lâche d'un coup. Je dépose ce que je dois porter et je regarde alentour en fait. Qu'est-ce qu'il s'est problème, passé capitaine. ici? Et tu vois qu'ils ont un échange de regards avec Benoît. Je vois. Je pensais pas que tu cacherais ça là. Ah, c'est pas ici.
doit pas être simple de repasser par là. Peu importe, allons-y. Et vous voyez que Stanislas s'éloigne un peu et il regarde. Comme s'il redécouvrait les lieux. Il regarde même à l'intérieur des maisons. Moi, je vais m'approcher de Benoît. Où Ouais. est-on exactement? Ce lieu vous semble familier à tous les deux? On est à Lumiel. C'est le village où j'ai rencontré ma femme. C'est une bonne chose, non? Hmm. Je veux dire, vous n'expliquez pas grand-chose en me disant cela. C'est... Vous semblez troublés tous les deux. Pardon, je suis peut-être un peu trop intrusive. Il s'est passé Je des suis de choses nature assez terribles ici. curieuse. Lesquelles? Des femmes sont mortes. Le village a été abandonné. Stanislas, faut qu'on y aille. Ouais. Je ne t'ai jamais vraiment demandé ce qui s'était passé ici. C'est pas grave, on y va. Bien, on y va. Et fléchis les jambes pour reporter la marchandise. Alors c'est où, Benoît? Plus loin, dans la forêt. Alors on y va. Parcourez le reste de Lumiel, en tout cas ce qu'il en était. Vous passez, vous éloignez un petit peu et quasiment à la sortie du village, vous passez près d'un arbre mort qui semble vous toiser, passer dessous. Et vous rentrez à nouveau dans les bois. Il fait nuit à présent. Pour autant, Benoît a l'air de vous guider sans problème. C'est un peu plus difficile de marcher maintenant avec la marchandise. Vous êtes parfois obligé de vous arrêter pour vous reposer. Et puis, au bout de quelques minutes, vous voyez qu'il y a parfois des personnes qui émergent de derrière les troncs. Des ombres. Benoît lève ses mains et fait des signes avec les doigts. Les ombres ne bougent pas. Vous passez à côté d'hommes en tenue pratique. Ils vous observent sans rien dire. Et puis, dans cette forêt, vous repérez quelque chose, peut-être le lieu de votre destination. Une cabane calcinée. Benoît, t'es pas sérieux? C'est par là. Le ton est un peu plus froid entre les deux. Et puis, vous pensez vous diriger en direction de cette maison calcinée. Et finalement, vous ne vous y arrêtez pas. Vous allez un petit peu plus loin. Vous revoyez quelques hommes. Qui sont-ils? Je rattrape Benoît et... Où nous emmenez-vous? Eh bien, dans une cache, là où on met la contrebande. Je vous avais dit que ça serait en sécurité. Écoute, tout le monde, ça commence à puer un peu là. Il se retourne et il dit, vous croyez que vous êtes quoi? De la marchandise. Ça, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que vous pensiez quand même pas que vous alliez passer par les canaux classiques. Mais vous ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, Justement, ça sera discret.
Je veux quand même le regarder droit dans les yeux. Mais tu sais, quitte à l'arrêter un instant et voir l'émotion qui traîne sur son visage. Tu vois qu'il y a une tension, mais enfin, il est plus sombre que tout à l'heure. Stanislas aussi d'ailleurs. Mais quand il te dit ça, quand il te dit ne vous inquiétez pas, il y a une sorte d'air naïf un petit peu également qui se mêle à tout ça. C'est assez étrange d'ailleurs, à cet air naïf qui se mêle à une sorte de, ouais, de vague d'ombre sur son visage qui est empreinte de maturité justement. Et là, il y a ce moment naïf où il dit vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et là, il y a, Il n'en avait même pas l'air convaincu. je sais pas ce qui va vous arriver après, mais en tout cas ici, on vous trouvera pas. Ça c'est sûr. Et là, il y a un des gars, des ombres là, silencieuses, qui soulève la terre. Il y a littéralement de l'herbe de la terre qui se soulève. Et en fait, vous voyez qu'il y avait une trappe camouflée sous des feuillages. C'est par là. C'est qui ces types? Je vous ai dit, c'est ceux avec qui je travaille. Je me rapproche d'Elias et cet endroit me terrifie. Ils me font tous peur. Je vous avoue que, cher ami Benoît, c'est ça? Capitaine, je n'ai pas pour habitude de me mettre dans une position où je suis entouré d'hommes qui visiblement ont l'air armés en plus. Je pense que Argale, tu avais remarqué, mais peut-être les autres moins affûtés à ce niveau-là, ça vous avait peut-être échappé. Mais ils ont des arcs, arbalètes, à minima une dague à la ceinture. Écoutez, ici ce sont des biens de contrebande qui sont entreposés. Vous attendiez à quoi? Il faut que ce soit surveillé. Et là, Stanislas se tourne vers vous et dit « Vous pouvez faire confiance à Benoît. Ne vous inquiétez pas. » Je hausse les épaules et je dis d'un air extrêmement las. De toute façon, cela va faire quelque temps que je ne suis plus maîtresse de mon propre destin. Alors. Et j'avance. Je vais vers la trappe